C'est bon. Bonjour, merci d'être resté pour cette nouvelle conférence. On va parler réseaux sociaux, on va parler intelligence artificielle générative, accès au savoir, un accès au savoir qui est de plus en plus régi par des formules mathématiques, conçues non pas pour nous permettre de nous informer, mais plutôt pour capter notre attention au risque de nous enfermer et de polariser les sociétés. On l'a intitulé « L'information peut-elle survivre à l'algorithme ?» Et pour en débattre sur ce panel, Françoise Benamou, économiste de renom, bien évidemment professeure émérite d'économie à l'université Paris-Sorbonne, présidente du Cercle des économistes, dont l'expertise sur l'économie des médias sera précieuse. Delphine Ernotte-Quincy, présidente de France Télévisions, qui mène actuellement une transformation majeure du service public audiovisuel. À ses côtés, Louis Dreyfus, président du directoire du journal Le Monde, qui a été un des pionniers dans l'adaptation de la presse historique, j'allais dire, face à l'IA. À côté de lui, Rajesh Krishnamurthy, directeur général de Soprasteria, le grand leader des services numériques, de la transformation numérique. Là, on parle d'infrastructures critiques, j'allais dire. À côté de lui, Gaspard Guermont-Pré, dit Gaspard G, ce sera plus simple, créateur de contenu qui informe chaque jour des millions de jeunes sur les réseaux et qui a aussi une autre casquette aujourd'hui puisqu'il est vice-président de l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, l'UMIC. Adina Nuvokovsky, jeune leader du partenariat mondial pour l'éducation qui nous vient de Finlande, et la Finlande qui est à la pointe de l'éducation aux médias. Et enfin, Tidar Wald, directeur des partenariats au Fonds international pour les médias d'intérêt public, qui lui aussi nous apportera une indispensable vision mondiale. Je laisse tout de suite la parole à Françoise Benamou pour une courte introduction. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et merci d'être là malgré la chaleur. Je vais rentrer très vite dans le vif du sujet. Nous sommes nombreux. 4 éléments peut-être afin de nourrir notre discussion. Alors premier point, les algorithmes, c'est bien connu, nous enferment dans des bulles informationnelles qui nous conduisent vers des contenus ou vers des personnes qu'on connaît déjà, qu'on aime bien, qui ont les mêmes opinions que nous. Et ce phénomène a été théorisé par Elie Pariser il y a longtemps, en 2011, mais il reste vérifié et pleinement d'actualité. Deuxième point, les algorithmes favorisent la diffusion des contenus générés par l'intelligence artificielle. La déclaration du patron du New York Times tout récemment, lors du congrès de l'Association mondiale des médias, des éditeurs de presse, a fait grand bruit. Il fustigeait le rôle de l'IA comme prédatrice d'informations qui ont été produites par d'autres, parfois à un coût élevé, et sans que les entreprises d'IA aient participé à la production de cette information. Cela revient à un vol de propriété intellectuelle qui menace les modèles économiques des médias. Alors, troisième point, les algorithmes, lorsqu'ils sont manipulés par des agents politiques ou économiques hostiles ou malveillants, on le sait, sont susceptibles de dévoyer les principes de nos démocraties. Et cela est particulièrement vrai, évidemment, dans les périodes électorales ou préélectorales, comme nous vivons en France, mais pas qu'en France. Et cela peut accentuer les tentations illibérales que nous connaissons bien en Europe. Alors, une expérience de terrain menée en 2023 sur la plateforme X permet d'observer les comportements en ligne d'utilisateurs américains actifs en cas de passage d'un flux d'actualité chronologique, un peu classique, vers un flux d'actualité algorithmique. Et on s'aperçoit, comment vous dire, que tout change. C'est-à-dire l'utilisateur est orienté vers des positions plus conservatrices. L'algorithme dévalorise les publications des médias traditionnels, met en avant certains messages et rend les autres quasi invisibles. Nombre d'études conduisent à des résultats similaires. Parmi celles-ci, très rapidement, une étude de NewsGuard fait état des fausses informations sur la guerre en Ukraine, propagées par un site d'influence russe et qui circulent sur les réseaux. Les 4 derniers récits qui attaquaient particulièrement la France, le président Macron et l'Allemagne, ont été vus 29 millions de fois sur les réseaux. Alors cela conduit à une question, sommes-nous pour autant condamnés à une vassalisation de l'information par les géants de la Big Tech,
ou y a-t-il un usage possible, vertueux des algorithmes? Alors il y a un certain nombre de signaux, et on va parler de ça, hein, qui incitent à tempérer les inquiétudes, malgré tout. Hein. Alors des médias de premier plan ont ouvert la voie à des accords, c'est Le Monde, mais c'est aussi à l'étranger. Vous avez des partenariats de l'espagnol Prisa Media, de l'allemand Springer, de l'américain The Atlantic, avec ChatGPT. Et puis d'autre part, l'IA est compatible avec de vraies règles du jeu. Il faut simplement les énoncer et les respecter. Les médias écrits et audiovisuels adoptent des chartes pour un bon usage de l'IA, assurant la transparence, le respect de la propriété intellectuelle, le respect des personnes, la rémunération des ayants droit. Il y a là un enjeu de rapport de force dans lequel l'Europe est bien évidemment en premier plan, et je vous remercie. Merci beaucoup Françoise. Vous avez parlé de vassalisation, certains parlent d'impérialisme de l'algorithme. Alors comment les médias historiques font et s'organisent dans leurs réponses, notamment pour le service public qui a pour mission quand même de s'adresser à tous les citoyens, y compris sur les plateformes. Alors Delphine Ernotte-Quincy, comment vous faites pour naviguer dans cet espace algorithmique et pour protéger les citoyens de la désinformation ? Alors tout d'abord, en rebond de ce qu'a dit Françoise tout à l'heure, je voudrais insister sur le fait que la désinformation, vue par le World Economic Forum, est le deuxième risque le plus important pour l'humanité dans les 2 ans. Donc on n'est pas en train de parler de quelque chose qui va arriver, on est en train de parler de quelque chose qui est déjà vu comme un risque aujourd'hui majeur. Ce qui est intéressant, c'est que les Européens au sens large ne s'y trompent pas. 87% des citoyens européens craignent la désinformation et notamment les ingérences étrangères. C'est à peu près la même chose en France, c'est 89%, donc on est raccord avec la moyenne européenne. À raison, puisque la France est derrière l'Ukraine le 2e pays le plus ciblé par ces ingérences étrangères, et que 8 Européens sur 10, craignent des ingérences étrangères à l'occasion des futures élections. Donc en France, on est particulièrement concerné puisqu'on a des élections majeures dans moins d'1 an. Alors, pourquoi c'est si important ? L'Union des radios et télévisions publiques européennes, que je précise, qui est une association très ancienne, qui s'étend même au-delà de l'Atlantique, puisqu'on a accueilli maintenant la télé et la radio publique canadienne, pointe le fait que, et c'est une source de l'Union européenne, qu'il y a une corrélation stricte entre l'état des services publics de l'audiovisuel dans les pays européens et l'état de la démocratie. Et ce n'est pas un petit sujet, parce que dans le monde, en 2005, il y avait 50% de pays qui vivaient sous un régime démocratique. Aujourd'hui, en 2026, c'est 25%. Donc vous vous rendez compte, voilà. Alors, une fois que j'ai dit ça, évidemment, qu'est-ce qu'on fait ? Pour nous, médias audiovisuels, le plus important, c'est de cultiver la valeur la plus précieuse, la plus essentielle, qui est la confiance que les citoyens nous accordent. À cet égard, je tiens à dire que je parle là des médias de service public, mais je voudrais parler de l'audiovisuel en sens large. Et je soutiens tout autant les médias privés audiovisuels nationaux, qui font un boulot extraordinaire en France, que le service public. Alors pourquoi il faut soutenir le service public ? Pour une raison très simple. Quand on interroge les Français, et c'est la même chose au niveau européen, quel est le média auquel ils accordent la plus grande confiance ? C'est le journal télévisé de France 2. C'est le service public, à 75%. Et c'est à peu près les mêmes chiffres en Europe. Si on compare avec les médias sociaux en Europe, c'est 17% de confiance. Donc on voit quand même qu'il y a un écart. Et chez les jeunes, c'est encore moins, puisque c'est 8% sur les 15-24 ans. Exactement. Donc on peut dire que 3/4 des Français font confiance au service public. Donc évidemment que soutenir le service public est un des axes majeurs. Alors comment on fait pour ça ? C'est pas simple, parce qu'il est mis en question dans pas mal de pays en Europe. Alors évidemment, il y a tout ce qu'on peut mettre en œuvre, nous, et ça j'y reviendrai,
en matière de transparence, en matière de... Les gens attendent, par exemple, qu'on sépare bien les faits des opinions. Je vous renvoie d'ailleurs, à cet égard, au rapport Lasserre, qui est remarquable et qui, à la fois, donne un viatique aux médias de service public, mais exprime aussi très, très clairement ce que les Français attendent de nous en des termes simples et assez pragmatiques. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi qu'on s'appuie sur la régulation européenne qui est existante. Il se trouve que nous avions l'Assemblée générale de l'UER il y a une semaine à Prague. Donc on en a profité pour aider nos collègues pragois qui ont un Premier ministre de droite populiste et qui donc veut mettre à bas le service public, comme tous les gouvernements populistes. Donc on est allé le voir. Et on lui a dit, écoutez, en Europe, il y a quand même un règlement, donc un règlement qui s'applique à tous, hein, c'est pas une directive. Hein. Non, le Media Freedom Act. Le Media Freedom Act, le Media Freedom Act, voilà, ouais. Qui dit clairement ce qu'est un service public et quelles sont les conditions. Parce que le Premier ministre, il voulait couper par deux les financements de la télé et de la radio tchèque. Alors je lis quand même ce qu'il y a écrit dans le Media Freedom Act, parce que ça me semble important. Donc il faut que le financement des services publics, il n'y a pas que ça, hein, il y a les modes de nomination, la gouvernance, ça, mais les financements, disons. Très rapidement. Ouais, suffisant, durable et prévisible. Ouais. Parfait. Donc il nous a écoutés quand même, il nous a reçu 1 heure, tout en nous disant qu'il n'en avait rien à faire de l'Europe, mais on en a déduit quand même qu'il en avait quelque chose à faire. On lui a dit que nous, on pouvait saisir l'Europe si jamais ça se passait mal en République tchèque. Et là, j'ai eu un petit moment difficile parce que, évidemment, il nous a dit, oui, vous avez raison, mais en même temps, il y a un autre pays en Europe qui n'est pas tout à fait raccord avec le Media Freedom Act, c'est la France. C'est vrai. Alors, on en reparlera peut-être aussi. Louis, vous dirigez Le Monde. Vous avez signé des accords avec certains des plateformes, puisqu'on parle d'algorithmes, mais derrière, il y a quand même des entreprises qui mettent sur le marché ces algorithmes. Est-ce que c'est un pacte avec le diable? Et il y a quand même une question d'actualité, c'est que Google a dit aux éditeurs, il y a 2 jours à peine, cet été, je vais mettre en place quelque chose qui s'appelle les AI Overview, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, quand vous faites une recherche sur le moteur sur Google, d'avoir les liens, vous aurez tout de suite le petit résumé synthétique fait par l'IA. Alors, est-ce que ça vous inquiète ? Non, ça ne nous inquiète pas, dans la mesure où nous considérons au monde que ces algorithmes et plus généralement ces acteurs de l'intelligence artificielle sont un levier supplémentaire pour sortir de ces bulles informationnelles, paradoxalement, et toucher une audience et des générations qui, naturellement, ne vont pas chez nous. On a besoin forcément d'entrer en contact avec eux, comme on l'a fait sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que construire des partenariats avec ces acteurs nous permet d'être très bien référencés. Pourquoi c'est important pour nous? C'est qu'on a besoin... que ceux qui utilisent ChatGPT, ceux qui utiliseront Google Overview, voient très clairement l'identité de nos marques et en quoi ces contenus viennent de chez nous. Conclure des accords, c'est préserver nos droits, c'est-à-dire veiller à ce que chaque fois nous soyons cités, c'est obtenir une juste rémunération et, à la différence de beaucoup de nos confrères, redistribuer 25% de cette rémunération aux journalistes. Donc, renforcer la rédaction et leur rémunération. On a besoin de ces algorithmes si nous voulons éviter que les médias faits par des journalistes professionnels et des grandes rédactions ne parlent qu'à 2 segments, soit une élite, soit des personnes au-dessus de 50 ans. L'avenir de nos médias et l'avenir de notre démocratie, il se joue avec les moins de 30 ans. Et il est important, et à mon avis assez essentiel, qu'au-delà de ce que peuvent faire les créateurs de contenu, on ait aussi une capacité, nous médias, à valoriser ce que nous faisons et à le partager. Au Monde, en 2010, quand je suis arrivé, il y avait 310 journalistes salariés. Aujourd'hui, il y en a 570. Moi, je cherche à ce que leur audience soit la plus importante possible. Pour faire cela, à mon avis, on a plusieurs conditions et vous allez voir que la stratégie du Monde est en fait assez proche de celle du New York Times,
qui effectivement a refusé de signer avec OpenAI, donc ChatGPT, mais en même temps qui a signé avec Amazon un deal assez important, et je ne suis pas sûr qu'on puisse considérer qu'Amazon soit plus vertueux pour notre démocratie ou notre écosystème que OpenAI. On a d'abord, il est important que le régulateur prenne position. En France, c'est malheureusement, et Delphine le disait via la réaction du Premier ministre tchèque, ça n'est pas le cas. On a eu un exemple très récent avec la PPL d'Arcos, qui cherchait à ce que les acteurs de l'intelligence artificielle soient obligés de citer leurs sources, ce qui permet d'entrer dans une négociation transparente pour chacun des acteurs. Aujourd'hui, le Parlement a refusé d'avancer là-dessus. Donc nous considérons que le régulateur français, en tout cas... Pardon, mais vous voulez qui en régulateur? Vous voulez l'autorité de la concurrence ou vous voulez l'ARCOM? Pour la presse, c'est embêtant d'avoir l'ARCOM, non? Ce qui est embêtant, c'est de n'avoir aucune autorité de régulation. Donc on va commencer comme ça. Sinon, le risque pour la démocratie, c'est qu'il n'y ait que quelques acteurs en France, les plus puissants, qui soient capables de signer des deals. Qu'est-ce qui se passe en France? Il y a un acteur qui a signé des deals, c'est Le Monde. Est-ce que c'est bon pour Le Monde de signer des deals? Oui, c'est très important, c'est significatif. Est-ce que c'est sain pour la pluralité des médias de voir qu'on a beaucoup d'acteurs aujourd'hui en grande difficulté? Non, c'est très compliqué. Donc on a besoin d'un régulateur plus fort. On a aussi besoin, et parce qu'il y a cette question de souveraineté qui existe, que tous les acteurs français et européens s'engagent dans la même dynamique. Moi, ce qui me semble assez paradoxal, c'est que je sois capable de signer des accords avec OpenAI, avec Perplexity, avec Meta. Je pense qu'il y en aura d'autres qui seront annoncés d'ici la fin de l'été, mais qu'il y a un acteur avec lequel il a été impossible de discuter, c'est Mistral. Et Françoise Benamou citait NewsGuard. NewsGuard a sorti une étude très récente en disant que l'acteur de l'intelligence artificielle qui était le moins fiable sur les informations, c'était Mistral, pourtant licorne française. Donc il me semble assez paradoxal de voir les pouvoirs publics aider, défendre, promouvoir Mistral à juste titre. On est fiers d'avoir un acteur français aussi puissant, et en même temps ne pas l'encourager à rentrer dans une logique de discussion, parce qu'on a besoin de ce type d'accord. Donc pour moi, l'algorithme peut être un facteur de développement. C'est le cas pour Le Monde. On a, vous savez, Tanguy, on a triplé la diffusion payée, on a une audience très forte, on a des résultats qui sont bénéficiaires depuis une dizaine d'années, mais on a besoin qu'un régulateur permette que tous les acteurs aient accès au même type de négociation. Et on a besoin que les acteurs français et européens s'engagent dans ce type de négociation. Alors, la question de la souveraineté, Rajesh, je pense que vous la connaissez bien. Est-ce que vous pouvez nous dire comment puisque vous gérez des infrastructures critiques, l'industrie technologique, comment peut-elle contribuer à contrer la manipulation de l'information? Merci beaucoup. Tout d'abord, je pense que la manière qu'on a posé cette question, ce n'est pas la bonne question pour moi. Les algorithmes ne sont pas une menace exogène. Ils font déjà partie de notre quotidien. On les consomme tous les jours. C'est comme ça que les millions des Européens s'informent tous les jours. Pour moi, la vraie question est ailleurs. Qui conçoit ces algorithmes? Et avec quelle intention? Et sous quelle responsabilité? Car aujourd'hui, on sait que le plus souvent, les algorithmes qui trient, qui hiérarchisent, qui donnent accès aux Européens pour manière de s'informer, sont ni conçus, ni possédés, ni régulés en Europe. C'est ça le vrai sujet. Alors, j'ai une conviction simple. Oui, l'information survivra à l'algorithme, mais à une condition. Nous devons traiter l'information comme ce qu'elle est devenue, une infrastructure critique, comme l'énergie, comme l'eau, comme le télécom. C'est pas la confiance dans l'information n'est pas un sentiment, c'est une infrastructure critique. Prenons un exemple.
un lanceur d'alerte appelle un journaliste. Chaque échange laisse une trace, un message, un document, une connexion. L'identité d'une source se découvre moins dans le contenu que dans la métadonnée. Qui a appelé qui? D'où? Quand? Ces informations vivent sur les serveurs, sur le cloud. Une autorité étrangère peut y accéder potentiellement, sans que la rédaction le sache. Donc une rédaction, d'une certaine manière, doit être protégée, comme un hôpital, comme un réseau électrique. C'est une infrastructure critique. Chez Sopra Steria, cette conviction ne date pas d'hier. Déjà en 1973, Steria informatisait les dépêches de l'AFP. Aujourd'hui, nous opérons le cloud infrastructure pour Radio France et France Télévisions. Mais moi, je voudrais être clair sur un point. L'intégrité de l'information, c'est votre métier autour de cette table. Notre métier, c'est de vous donner des moyens technologiques pour préserver cette liberté de s'informer, de donner aux citoyens l'information de confiance, reposant sur une infrastructure de confiance. Et cela passe par infrastructure cloud sous juridiction européenne, par la protection des données et par les algorithmes qui sont conçus avec d'autres objectifs que la seule captation de l'attention. Et évidemment aussi par les outils qui permettent d'authentifier une source, de détecter des manipulations. Mais il existe une limite fondamentale à tout ça. Aucune technologie ne remplacera jamais le jugement du citoyen. De différencier entre une source et une opinion ou un fait. Vérifier une source. Comprendre qu'un algorithme n'est jamais neutre. Ce sont devenus des vraies compétences essentielles. Et c'est encore plus vrai pour les plus jeunes. Donc ma commission est simple. Oui, l'information survivra, mais à une condition. La condition que nous déléguions jamais notre jugement aux machines. Merci beaucoup. Alors, vous avez tous les trois parlé des jeunes, il est temps de les entendre. Gaspard G, vous représentez la Creator Economy. L'algorithme, c'est votre environnement de travail quotidien depuis 5-6 ans. Est-ce que vous aussi, vous estimez que le rapport de force, il est défavorable ? Bonjour à tous, heureux d'être parmi vous. Effectivement, sur YouTube, sur Instagram, sur Spotify, sur plein d'autres plateformes, comme beaucoup de créateurs de contenu, moi j'ai commencé de manière totalement indépendante en proposant gratuitement du contenu en ligne. Je trouve que cette créateur économie, pendant longtemps, ça a été des entertainers, des gens qui jouaient aux jeux vidéo dans leur chambre, des personnes qui parlaient de mode, de lifestyle, ce genre de sujet. Et ben en fait, cette génération qui a grandi avec ces créateurs de contenu, aujourd'hui, elle a vieilli un petit peu, elle vote, elle paye des impôts, elle a un travail, et donc du coup, elle essaye d'aller chercher l'information ailleurs. Mais sur des plateformes avec lesquelles elle a grandi finalement. Ces plateformes qui sont, il faut le rappeler, en grande majorité américaines et chinoises. Ça pose une vraie question de souveraineté numérique et c'est la raison pour laquelle beaucoup de créateurs aujourd'hui s'engagent à travers le syndicat et l'union de métiers que je représente, qui est l'UMIC. Déjà, un mot pour dire que les créateurs de contenu aujourd'hui sont devenus leaders quand il s'agit de formats d'information, de formats sur la mode, de formats sur le divertissement chez les moins de 35 ans en France. Ça, tous les rapports le montrent. Le dernier rapport Reuters montre la puissance d'un type qui était là hier, par ailleurs, Hugo Décrypte, qui, il y a 6 ans, était un simple étudiant à Sciences Po et aujourd'hui a une rédaction de 45 personnes et arrive à informer le premier cette nouvelle génération. Dans son sillage, il y a plein d'autres créateurs qui se sont positionnés. Aujourd'hui, il y a une rupture d'usage. Et cette rupture d'usage, entre les générations, on ne reviendra pas en arrière. Alors la question, c'est de se dire comment est-ce qu'on accompagne tout ça ? Effectivement, il y a un sujet de souveraineté numérique, il y a un sujet de financement, il y a un sujet au niveau des fausses informations. Est-ce qu'on est à l'aise avec le fait qu'un média d'opinion ou un média qui va utiliser l'intelligence artificielle dans 95% de ses contenus va être au même stade de crédibilité ou sur la même bibliothèque numérique que des contenus faits par des journalistes de France Télévisions, par des journalistes du Monde, par des journalistes indépendants.
Je pense qu'on a construit une économie dans notre chambre pendant longtemps, que pendant longtemps, il y a eu une opposition entre les créateurs de contenu et les médias traditionnels, et est venu enfin le temps de la collaboration, de la coopération. Parce que finalement, la question, c'est pas vieux versus jeune, puisqu'il y a beaucoup de personnes de plus de 40 ans qui regardent d'abord du contenu sur le numérique, et il y a encore des jeunes qui regardent la télévision. En revanche, la question, c'est comment est-ce que nous, Français, Européens, on arrive à travailler à des propositions ensemble qui concernent tous les citoyens face à des plateformes qui sont étrangères. Je vais prendre différents exemples parce que j'ai décidé d'être plutôt réjouissant dans ma prise de parole. On a proposé il y a quelques temps un format avec TF1, les équipes de Rodolphe Belmer et Thierry Tullier, dans le cadre de la présidentielle, où je vais recevoir tous les candidats sur ma chaîne YouTube, mais ça va vivre aussi sur l'écosystème de TF1 et TF1+. Hugo Décrypte a proposé, le premier avec France 2, un format qui s'appelle l'interview face cachée, qui a été diffusé sur France Télévisions. Aujourd'hui, il y a des reportages, et c'est pour le mieux, internationaux sur France 5. Il y a plein de créateurs de contenu aussi, j'aurais pu parler de Seb et Léna Situation qui font des contenus avec Canal+. Bref, de plus en plus, il y a une coopération entre médias, ce qu'on appelle les médias traditionnels ou les legacy médias, et les créateurs de contenu. Et donc, la question, c'est aussi comment ces contenus-là vivent sur les plateformes, YouTube, Instagram, TikTok, et comment est-ce qu'on se positionne ensemble pour réclamer un meilleur partage de valeur monétaire sur la publicité. Je prends par exemple l'exemple de YouTube. Aujourd'hui, YouTube, qui est le meilleur acteur et le plus clean là-dessus, distribue 55% des revenus publicitaires de sa plateforme aux créateurs et aux producteurs de contenu. Mais ils gardent quand même 45% dans leur poche. Les RPM et les CPM, les coûts par millier de vues, quand vous publiez une annonce, sont de 15, 16, parfois 20 euros sur des plateformes propriétaires. Sur YouTube, ça dépasse rarement les 4, 5 euros. Donc il y a une vraie question de comment est-ce qu'on continue de pouvoir produire de l'information de qualité sur des plateformes qui sont étrangères. Et enfin, peut-être un mot sur ce qu'on essaye de faire avec l'UMIC, avec cette fédération de créateurs, d'agents, parce que c'est important de le dire, aujourd'hui, il y a plus de 100 000 personnes qui travaillent dans la créateur économie. Beaucoup sont précaires, des freelances, mais aussi des gens qui sont salariés, des journalistes, des pigistes, des monteurs, des agents, des créateurs, évidemment. Et aujourd'hui, ils se sont fédérés, déjà pour accompagner cette régulation, parce que nous-mêmes, on est très au courant que ce monde est imparfait. Il y a eu la loi de Bruno Le Maire qui voulait réguler l'influence commerciale il y a quelques années. On en a beaucoup parlé. On parlait beaucoup des influenceurs à Dubaï et pas assez, je crois, des créateurs qui font des choses bien sur les plateformes. Et puis aussi, avec l'UMIC, comment est-ce qu'on protège nos institutions, le CNC, le service public, mais en même temps, comment est-ce qu'on les inspire à nous accompagner, nous, en tant que créateurs de contenu, et accompagner ces nouveaux médias d'une génération. Et je vais prendre l'exemple du CNC qui, pour moi, est hyper représentatif. YouTube, Meta paye une taxe au CNC qui constitue entre 40 et 60 millions d'euros par an. Bon, c'est très insuffisant par rapport à ce qu'il devrait payer, mais il paye cette taxe-là. Reste que le CNC, en matière de création numérique, décide de reflécher que 3 millions d'euros vers la création numérique. Si je prends un autre exemple, qui est celui des aides à la presse, Le Parisien, par exemple, qui appartient à Bernard Arnault, reçoit 12 millions d'euros d'aides publiques par an, et c'est très bien, je pense qu'il faut que les journaux soient subventionnés, mais à côté, des créateurs numériques qui sont indépendants, qui touchent des millions, voire des dizaines de millions de personnes, reçoivent 0 € d'argent public. Donc comment est-ce qu'on accompagne tout ça ? On peut réguler, mais comment est-ce qu'on accompagne aussi cette transformation, et comment est-ce qu'on crée des coopérations ambitieuses ? Bon. Merci beaucoup. Il y a un autre sujet qui est celui de l'éducation, peut-être de l'éducation aux médias et peut-être au plus proche de la scolarité. Alors Adina, comment vous, avec votre expérience en tant que représentante du partenariat mondial de l'éducation et aussi en Finlande, quel témoignage vous pouvez nous donner sur cette préparation des citoyens face aux biais algorithmiques au plus jeune âge? Just a moment, I'm getting the translation. All right, thank you. I was just, there was a lot of good discussion. Je pense qu'il y a eu des choses très intéressantes qui ont été dites sur les réseaux sociaux que nous utilisons pour obtenir des informations.
Et des études disent que les 18-24 s'informent surtout sur Instagram. Et lorsque l'on pense à ces réseaux sociaux, on pense à une chose. Revenez sur, je vous recommande Careless People. C'est une discussion qui revient sur l'histoire de Facebook. C'est une plateforme qui a été construite par un ex-employé de Facebook. Et elle disait que lorsque Facebook était en cours de création, il y avait un département qui se penchait sur l'impact social, c'est-à-dire qu'il y avait des ingénieurs qui souhaitaient que Facebook soit utilisé par le plus grand nombre. Mais l'idée d'impact social n'avait presque pas été abordée. On ne parlait presque pas de l'impact de la plateforme sur la démocratie, sur les droits humains et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Par exemple, en Finlande, il y a un terme qu'on utilise qui dit pollution d'information. C'est-à-dire qu'on reçoit tellement d'informations de tellement de plateformes qu'on est presque pollué. C'est trop d'informations assimilées. On nous en dit trop. Et les gens n'arrivent pas à déterminer, n'arrivent pas à savoir où se tourner pour s'informer, pour trouver des informations fiables. Et donc on parle de bien connaître les médias et les réseaux sociaux. C'est là que l'éducation rentre en jeu. Je pense donc que de par ces plateformes et ces algorithmes, nous livrons une guerre les yeux bandés. On nous dit qu'il faut interdire les réseaux sociaux aux jeunes ou aux enfants. On parle beaucoup de ces sujets car on a peur de l'impact des réseaux sociaux vis-à-vis des enfants. Des pétitions ont été organisées, mais je pense que ça a été trop rapide car on essaie d'obtenir des résultats trop rapides. C'est trop rapide, c'est trop facile de dire ok, les jeunes n'iront plus sur les réseaux sociaux et ça résoudra le problème. Il y a des propositions, mais les algorithmes sont quelque chose de nouveau, donc on a été pris par surprise. On ne s'attendait pas à ce qu'ils nous polarisent autant, à ce qu'ils affectent notre point de vue autant. Et plus nous en savons sur le sujet, nous pouvons et nous devons nous montrer plus intelligents que l'algorithme. Nous devons nous montrer plus intelligents, nous devons en savoir plus sur le fonctionnement des algorithmes. Et ces informations, il faut les fournir aux jeunes dans les écoles et dès le plus jeune âge. Ces jeunes doivent comprendre comment ces plateformes fonctionnent. Car la législation adoptée ne sera pas mise en œuvre immédiatement et on doit réguler ces réseaux sociaux, notamment dans l'Union européenne. On a besoin de davantage de réglementation. Et l'éducation sera toujours quelque chose d'important. Les jeunes doivent être autant informés que possible afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées sur les sources d'information qu'ils utiliseront. Et il y a quelque chose que je souhaitais souligner, car je travaille beaucoup avec l'égalité homme-femme et on étudie un autre sujet pour les algorithmes. Si l'on crée un compte réseaux sociaux pour un adolescent, au bout de 30 minutes seulement, des contenus misogynes vont apparaître sur son fil d'actualité. Il peut s'agir de contenus qui encouragent la misogynie, voire la violence contre les femmes. Et les adolescents n'ont même pas besoin d'aller chercher ces contenus, ils viennent naturellement à eux. Et ça, c'est quelque chose dont il faut parler. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Je sais que ça se passe en Finlande. Je sais que ça se passe également en France, avec le taux de violence contre les femmes qui augmente.
Et d'ailleurs, le sujet a été abordé publiquement par des politiques en Finlande. On voit souvent la Finlande comme un pays qui promeut l'égalité homme-femme. Néanmoins, une étude a été réalisée l'année dernière et a mis en avant l'opinion des jeunes vis-à-vis de la violence vis-à-vis des femmes. Et un jeune sur 3 pense que la violence contre les femmes peut être justifiée, ce qui est une statistique pour le moins choquante. Et ça, c'est le résultat direct des statistiques que j'ai mentionnées. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de contenu avec des deepfakes, soit des vidéos trucages qui vont être publiées, qui peuvent tous nous concerner, qui nous concerneront tous. Et ces derniers mois, il y a eu un article sur les deepfakes, les vidéos trucages dans une petite ville. C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte que ces deepfakes peuvent les concerner eux, leurs voisins, et pas seulement des figures publiques. Et ça, on doit se concentrer dessus aussi. L'information peut survivre aux algorithmes. Si la vérité peut survivre à l'algorithme, si les femmes peuvent survivre à l'algorithme, si les minorités peuvent survivre à l'algorithme, l'information le survivra aussi. Et ça, c'est une question que l'on doit aborder à travers l'éducation. On parle des jeunes qui vont sur les réseaux sociaux. Ils y voient des points de vue très radicaux qui viennent façonner leur opinion sur les autres également. Car imaginez, si l'on ne voit que des contenus radicaux en ligne, lorsqu'on rencontre quelqu'un dans la vie réelle, on va donc supposer qu'ils ont la même opinion que celle que l'on a vue, et ainsi on va se baser sur ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, sur ce que les réseaux sociaux disent que les gens pensent, au lieu de les découvrir nous-mêmes. Et ça, c'est un problème qu'il faut résoudre à travers l'éducation, à travers la discussion, comme dans ce genre d'événements, et je vous en dirai plus tard. Comme le disait Adina, ça peut intervenir partout dans le monde. Il y a pourtant des régions dans le monde où la viabilité des médias d'intérêt public est plus fragile que dans d'autres. Tidar, comment vous voyez cette évolution ? Merci Tanguy, et merci aussi au Cercle de... Ça marche ça ? Oui. Vous m'entendez ? De consacrer un panel sur ce sujet qui est très important, Delphine Arnaud disait, pour la démocratie, mais aussi pour la souveraineté et même pour la sécurité. Peut-être quelques mots sur l'organisation que je représente, qui s'appelle le Fonds international pour les médias d'intérêt public. Donc, c'est une organisation multilatérale qui est basée en France et qui finance des médias indépendants dans des pays comme la Moldavie, l'Arménie. On travaille beaucoup en Ukraine, des pays qui, comme vous savez, est sous attaque massive de la part de la Russie, attaque de désinformation. Mais aussi, on finance des médias dans des pays comme la Tunisie et le Liban. Et nous faisons ça parce que nous croyons que chaque citoyen dans le monde a le droit d'avoir accès à l'information fiable et vérifiable. Et donc, nous abordons cette question qui vient d'être soulevée en 3 axes. D'abord, c'est la question de l'offre, c'est-à-dire nous travaillons à maintenir une offre d'information fiable dans les pays du Sud, en finançant des médias indépendants et en s'assurant qu'ils puissent avoir assez de fonds pour réinventer leur modèle de business, parce que le problème qu'on évoquait ici en France ou en Europe, c'est des problèmes que subissent les médias dans les pays en voie de développement, de façon beaucoup plus compliquée. La deuxième manière d'aborder cette question, c'est de bâtir des coalitions. C'est-à-dire on essaye de rassembler des acteurs des médias dans des pays-là pour réfléchir aux mêmes négociations qui ont été faites par le monde, par exemple, mais dans les pays comme la Moldavie ou dans d'autres pays du Sud, parce que c'est des marchés plus petits et que les acteurs ont besoin de se rassembler et de créer des coalitions pour avoir la possibilité de négocier à l'échelle vis-à-vis des plateformes. Et la troisième manière, c'est de réfléchir aussi à est-ce qu'on peut nous créer, en profitant du mouvement de l'open source, en profitant des coûts qui baissent dans le développement des plateformes, à des nouvelles plateformes qui vont avoir comme objectif d'être des plateformes d'intérêt public, d'information d'intérêt public. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille et on réfléchit avec et des gouvernements et des acteurs des médias dans des pays comme l'Indonésie, la Malaisie, l'Afrique du Sud et le Brésil. Et je m'arrête là.
Merci beaucoup Tidar. On a fait un constat qui n'est pas forcément très réjouissant. Est-ce qu'on peut trouver des solutions? Est-ce qu'on dispose aujourd'hui des moyens de rééquilibrer la chaîne de valeur entre les acteurs? Est-ce qu'il faut passer des accords? Delphine Ernotte, vous avez passé un accord avec YouTube. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens? On a parlé de l'EMFA, mais il y a aussi le DSA, il y a d'autres règlements européens. En France, on a essayé avec les États généraux de l'information qui, malheureusement, n'ont pas abouti à des propositions législatives. Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, on peut rééquilibrer les choses? Alors, l'accord que nous avons passé avec YouTube ne vise pas à rééquilibrer économiquement les choses, mais simplement par du constat qu'aujourd'hui, la première chaîne en France, c'est YouTube, particulièrement chez les jeunes, mais chez les moins jeunes aussi. Et que donc, si on veut être un média d'aujourd'hui, il faut être sur YouTube, publier sur YouTube comme on publie sur la TNT ou sur notre plateforme propriétaire. On a déjà fait un premier mouvement dans ce sens avec France.tv qui est leader aujourd'hui en France, qui parle à 7 millions de gens chaque jour. Est-ce que vous avez un algorithme de recommandation sur France.tv? Oui, pas assez bon pour être honnête, donc on est en train de l'améliorer. Mais oui. Mais il est humain, il est... Alors, en tant que service public, on a cet équilibre entre l'algorithme, sachant qu'un algorithme, ce n'est jamais qu'un outil, comme vous le disiez assez justement, et donc on peut lui demander aussi, non pas de s'enfermer dans les bulles, mais de proposer des choses qui ouvrent. Donc, ça n'est jamais que ce qu'on en fait. Donc, l'algorithme en soi n'est pas mauvais, mais plutôt la manière dont on le configure. Donc oui, on est en train de progresser là-dessus. Mais donc pour dire que oui, bien sûr qu'on s'adresse à tout le monde, on a une croissance très très forte de notre présence auprès de tous les publics. Aujourd'hui, on couvre 95% des jeunes publics, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Mais pour autant, le modèle économique des médias, alors le service public est financé à 85% par des dotations publiques. Mais si je me place du côté de mes collègues de TF1 et M6, l'équilibre n'y est pas. Gaspard l'a très bien expliqué tout à l'heure. On ne peut pas compenser avec la publicité sur le numérique ce qu'on ne fait pas, ce qu'on ne fera plus sur le linéaire. Donc il y a une vraie question de modèle économique. Et là-dessus, moi je pense qu'il faut continuer évidemment à faire des partenariats. Comme nous, il a très bien expliqué, nous-mêmes, on est sur YouTube. Mais je pense qu'il va falloir qu'on monte un peu d'un cran. Moi, je me bats au niveau de l'Union européenne, enfin, de l'Europe avec l'UER pour qu'on négocie au niveau des services publics européens parce que le rapport de force est très inégal. Donc plus on est nombreux à s'associer dans une négociation, avec toujours le dilemme du prisonnier qui est que quand on parle premier, on avance plus vite que quand on est avec la masse. C'est un fait, n'est-ce pas, Louis? Mais néanmoins, je pense qu'à terme, si on arrive à regrouper nos forces, on sera plus puissant. Et je redis aussi qu'il y a le Media Freedom Act, qu'il y a le DSA, qu'il y a le DMA, que ça commence à fonctionner. Je ne sais pas si vous avez vu, alors je ne sais pas si c'est complètement nié, mais l'amende que Google a prise en Suède hier, bon, ça commence quand même à porter ses fruits. Et donc ça peut aussi être un levier dans la négociation avec ces grands acteurs européens, américains et chinois pour voilà, essayer de se frayer un chemin économique qui aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, n'existe pas. Louis, est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce qu'il y a des acteurs avec lesquels on ne peut pas négocier? Je vais revenir un point avant sur la chaîne de valeur. Je pense que la première chose, et c'est bien d'insister là-dessus, si on veut renforcer la chaîne de valeur, il faut déjà que chacun d'entre nous, notamment les éditeurs ou les médias, comme vous le disiez, investissent sur leur valeur ajoutée. C'est-à-dire, quand j'entends d'autres éditeurs dire que l'intelligence artificielle va permettre de réduire drastiquement les rédactions, je pense qu'ils font une double erreur. D'abord, ils s'interdisent à l'avenir que les rédactions adoptent cette technologie si ils ont la conviction que ça va détruire leur emploi. Deuxièmement, et nous on le voit avoir investi autant dans les rédactions, c'est aussi pour ça que nous sommes bien référencés. Je parlais récemment avec le Guardian, qui subit AI Overview, qui n'a pas perdu d'audience parce que AI Overview fait disparaître ce qui est fait de manière industrielle ou robotique, mais en revanche l'humain est valorisé.
Donc on a besoin d'avoir ça, et ça c'est quelque chose d'assez important. Je rejoins Delphine sur le fait qu'on a besoin probablement d'être plus articulé, mais je ne crois pas que ce soit au niveau du pays, via des syndicats professionnels, qu'on peut lutter ou négocier avec ces plateformes. Je pense qu'il y a un déséquilibre d'expertise et d'agilité. En revanche, moi je parle très souvent avec le Guardian, avec le Spiegel, avec le Corriere della Sera, qui sont des grands titres européens et qui ont les mêmes... Et là, on arrive petit à petit à construire des rapports de force avec les plateformes. Donc ça, c'est possible. C'est une coalition, alors? Non, c'est pas une coalition. D'ailleurs... Parce qu'il y a le SPUR qui existe. Oui, mais regardez, si vous prenez le SPUR, donc c'est une coalition, pour ceux qui n'ont pas vu, qui a été annoncée il y a 3 semaines et qui a été créée par des Anglais. C'est pas une coalition de négociation, puisque vous avez dans le SPUR le Guardian, le FT qui ont signé avec OpenAI, la BBC, le Télégraphe, MediaWiz qui n'a pas signé, et Ouest France qui n'a pas signé non plus. Donc c'est plutôt pour mettre en commun des données et articuler une position. Mais ce n'est pas un syndicat professionnel qui va essayer de négocier. Ça, aujourd'hui, il faut accepter que les syndicats professionnels peuvent être des outils de lobbying, et c'est probablement utile, même si on voit qu'aujourd'hui, ils n'ont pas été très efficaces pour défendre les différentes avancées qu'ils souhaitaient. En revanche, pour les négociations commerciales, moi je pense que, peut-être à la différence de Delphine, que le fait qu'il y ait un acteur important de la profession qui signe un accord, ça a un énorme avantage, ça crée un marché et ça crée une voie pour les autres. Si le monde n'avait pas signé avec OpenAI et qu'on avait laissé les autres ou les associations d'éditeurs négocier, il n'aurait rien eu. C'est le cas au Danemark, où c'est une association d'éditeurs qui essaye de négocier, il n'y a aucun accord. Dans ce cas-là, on perdrait la possibilité d'avoir des revenus supplémentaires et surtout d'être référencé par ces moteurs qui sont utilisés massivement par, disons, 85% des moins de 20 ans. Moi, je refuse de renoncer à toucher les moins de 20 ans. Donc j'ai besoin qu'il y ait un premier acteur qui soit référencé. On a créé un précédent en France, de double façon. Ces acteurs ont montré que notre information a de la valeur puisqu'ils la rémunèrent. Et deuxièmement, nous avons considéré que ces flux financiers étaient assimilables à des droits voisins et donc on en reverse 25% à la rédaction. Donc je pense qu'en cela, on s'écarte un peu du syndrome du prisonnier que défendait Delphine, mais on essaye au contraire d'avoir un rôle de pilote ou de pionnier pour notre industrie. Gaspard, j'ai une... Pardon. Allez-y, applaudissez-lui si vous, ouais, si vous aidez. J'ai une question pour Gaspard, parce qu'on approche de la présidentielle, et puis il y a parfois... alors, c'était presque la présidentielle passée, mais il y a le souhait d'Emmanuel Macron d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, plusieurs choses, mais déjà pour dire l'importance effectivement des réseaux sociaux dans notre choix politique en tant que citoyen. Je vais prendre l'exemple américain de 2024. En 2024, la présidentielle américaine a été surnommée la podcast election par certains analystes, en disant que les formats des podcasteurs, Joe Rogan, qui est un commentateur de MMA, Candace Owens, qui est une complotiste qui a lancé la rumeur et l'affaire Brigitte aux États-Unis, bref, ceux-là ont été autant prescripteurs, voire plus prescripteurs que les formats de CNN et Fox News. Et ça doit nous inquiéter parce que ce qui se passe aux États-Unis est souvent un temps en avant par rapport à ce qui va arriver en France. En vérité, en France, on commence à voir les prémices de ces choses-là. On voit un podcasteur récent, il y a eu un super article là-dessus dans Le Monde récemment, Guillaume Play à travers Legend, qui interviewe un responsable israélien qui raconte un autre récit du conflit israélo-palestinien et des attaques au Liban. Ça doit nous inquiéter. Quand ces formats-là font plusieurs millions de vues et touchent plus de citoyens, parfois, pas toujours, mais parfois qu'un JT ou qu'un journaliste, ça doit nous inquiéter. Et donc j'insiste sur le besoin de créer des collaborations éditoriales premium entre des acteurs, des legacy médias, des médias traditionnels, des groupes d'information qui ont des ressources extraordinaires, qui emploient des journalistes et pas des intelligences artificielles, qui ont un savoir-faire pour pouvoir parler des sujets économiques, politiques, de réchauffement climatique. Et comment est-ce qu'on crée ces collaborations-là et comment est-ce qu'on travaille ensemble
pour réclamer plus de responsabilité, plus de lisibilité algorithmique à ces plateformes étrangères et plus de partage de valeur. Et ça se fera qu'en collaborant, médias traditionnels, créateurs de contenu et en français et en européen. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps file très très vite. Françoise, vous allez conclure. Nous avons mangé tout notre temps et on aurait pu continuer très très longtemps, c'est passionnant. Peut-être 3 points, les enjeux. Premier enjeu, la désinformation est un risque majeur, vous l'avez dit, et il faut absolument se donner tous les moyens pour qu'elle ne se développe pas. Deuxième enjeu, l'éducation, l'éducation aux nouveaux médias, l'éducation aux algorithmes. Troisième enjeu, la confiance. Et pour ce faire, on a quand même dessiner des pistes, l'agilité, j'ai retenu ce terme très important dans les partenariats, l'ouverture, mais en même temps avec la plus grande comment dire, absence de naïveté. Voilà, merci Delphine. Et enfin, dernier point, la régulation, une régulation intelligente et une régulation ouverte aussi à ces jeunes médias qui sont un petit peu en dehors des aides publiques. Merci. Merci à tous et à toutes. Très bonne suite aux rencontres d'Aix.